Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Alors évidemment, vous allez tout de suite dire « Oh putain, une pub !» Oh putain, une pub Oui non mais j'essaie, non mais attendez. Parce que quand la pub est pour un produit qui n'est pas de la merde, qui fait exactement ce qu'on attend de lui et qui en plus est joli, bah on peut peut-être l'écouter 3 secondes. Putain, elle a raison. Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous déconfinez bien, que vous allez toutes et tous vous boire une bonne pinte en terrasse. Moi c'est ce que je vais faire juste après. Nous, on va se faire plaisir aujourd'hui avec cette 3e vidéo analyse de film. Je crois avoir compris que c'est un format qui vous plaît plutôt bien. En analysant un peu ce qui se passe dans ce film déjà culte de science-fiction qu'est Interstellar. C'est-à-dire qu'après Armageddon et Independence Day, je me suis dit que j'avais mis la barre un peu trop haut en matière de chef-d'œuvre et de réalisme scientifique. Donc j'ai décidé de redescendre d'un cran pour parler d'un film beaucoup plus soft et moins prise de tête. Dédicace à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages privés sur Facebook pour me dire « Fais Interstellar, s'il te plaît, fais Interstellar ». Et bah vous savez quoi, c'est cadeau, c'est pour vous les potos. Alors j'espère que vous l'avez vu parce qu'il est évidemment prévu qu'on passe en revue l'histoire et les imprévus dont Interstellar n'est pas dépourvu. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bah tant pis pour vu. Bien vu. Interstellar est le 12e film de Christopher Nolan, 12 comme... Il met en scène une équipe d'astronautes, notamment jouée par Matthew McConaughey et Anne Hathaway, qui vont aller chercher d'autres planètes sur lesquelles l'humanité pourrait migrer, la Terre étant devenue incultivable et irrespirable. Et pour cela, ils vont passer par un trou de verre, un objet astronomique existant seulement en théorie. On suivra aussi de très près la fille de Matthew McConaughey, étant à tour de rôle enfant puis adulte, et jouée à ce moment-là par la très jolie Jessica Chastain. Sur ce fait, nous sommes d'accord. Interstellar, c'est un film de ouf, parce que c'est un film de science-fiction, mais basé sur des théories et sur des faits scientifiques, ce qui va lui donner un côté très réaliste, alors que ce n'en est pas moins de la science-fiction. Et c'est justement là, je trouve, tout l'intérêt du film, et c'est ce que Christopher Nolan a parfaitement bien capté. On fait de la fiction avec de la science. On n'est pas dans un documentaire sur les trous noirs, les gars. Si vous voulez voir un documentaire sur les trous noirs, regardez les vidéos de Mia Khalifa. Ici, on est dans du grand spectacle à caractère scientifique. Interstellar, c'est un film qui donne matière à réfléchir, c'est-à-dire que quand on regarde le film, on se demande vraiment si ce qu'on voit est possible ou pas. Et comme on n'y connaît quand même pas grand-chose au trou noir en général, du coup, on se pose des questions. Quand on voit les séquences, là, on se dit « Ah, attends, c'est peut-être possible, tu vois. » Bon, en fait, non. A priori, non, c'est pas possible du tout, je vous le dis tout de suite. En attendant, il y a quand même plein de très grands scientifiques, des astrophysiciens, des spécialistes des trous noirs, des spécialistes de la relativité générale, qui, après avoir vu le film, ont écrit des articles en se demandant si ce qu'on voyait était vraiment possible. En fait, le vrai slogan d'Interstellar, ça doit être « Interstellar, à votre avis, est-ce que c'est possible ?» Moi, je sais pas, mais je pense que peut-être. Bon, c'est peut-être un peu long, c'est vrai, ils auraient pu raccourcir à Interstellar, peut-être. En fait, le principe du film, c'est quoi? Le temps est affecté par la gravitation. Bon, ça, ok, je veux dire, ça, c'est Albert Einstein, 1907, la théorie de la relativité générale. Mais justement, ce qui n'est qu'une théorie va devenir très concret dans le film, puisque le temps ne va pas passer à la même vitesse pour ceux qui sont partis dans l'espace et ceux qui sont restés sur Terre. Et de là, vont découler plein de trucs complètement ouf, voire même des fois totalement n'importe nawak, et on va pas comprendre grand-chose. Je ne comprends rien. Allez, c'est parti, on lance le film. Alors déjà, le truc, ça commence avec des étoiles qui bougent à fond comme ça, tu sais, c'est n'importe quoi, c'est trop pas possible, quoi. Ah pardon, non, ça c'est le logo de la Paramount, ça, c'est pas... Alors après le film commence, t'as de la lumière qui passe à travers un mur comme ça, c'est pareil, tu comprends rien. Ah non, ça c'est le logo de Legendary Pictures, putain, mais il y a quand même le logo dans ce film-là, merde. Alors voilà, là on y est, donc ça c'est le premier plan, dans une bibliothèque très poussiéreuse, ça a dû être tourné dans une EHPAD pendant le confinement. Alors évidemment, on ne montre pas cette bibliothèque au hasard, on va la revoir, elle va même avoir un rôle très important, vous le savez. Puis pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, maintenant vous le savez aussi. On découvre une vieille qui dit que son père était cultivateur, bon, pure anecdote, ça commence bien. Et là arrive Matthew McConaughey, l'acteur que tu sais jamais comment faut prononcer son nom, c'est super chiant. De toute façon, dans ce film, il s'appelle Cooper, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler. Il est en train de piloter un truc, mais en fait, on se rend compte qu'il rêve. Enfin, d'ailleurs, on sait pas vraiment. Déjà là, Nolan essaye direct de brouiller les pistes, quoi. C'est une enfoiré, quoi. Plan 2, il essaie de nous paumer. Je sais pas, laisse-nous un peu le temps d'arriver, non? On a même pas ouvert les popcorn. Sa fille, qui s'appelle Murphy, arrive et lui parle de fantômes. Ça existe pas, les fantômes, abuse. D'après grand-père, on peut être visité par des fantômes. Oh putain, alors déjà, elle va être relou, quoi. Tu vois pas qu'il est fatigué, ton père? Laisse-le tranquille, là. Oust! Hey! Psst. Bon, il se lève, il regarde son champ de blé, et on entend une voix qui dit... Le blé était mort. En fait, là, on comprend qu'il y a des problèmes de cultivation parce qu'il y a de la poussière qui vient ruiner toutes les plantations. Là, si vous voulez, Cooper, il est en mode... J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse
Après, il y a d'autres vieilles qui arrivent et qui répètent la même chose. On se croit dans un reportage sur France 3 le dimanche après-midi. Et là, on comprend qu'en fait, il y a un gros problème, c'est que dans le futur, il y a de la poussière partout. Petite scène de présentation de la famille, on découvre le fils, le grand-père, et Murphy qui dit qu'il y a le fantôme qui a encore fait tomber un truc sur l'étagère, tu sais, elle lâche pas l'affaire. Alors là, j'aime bien parce qu'il doit partir à une réunion parents-prof, et son daron, le grand-père, là, il lui dit qu'il pourrait essayer de se gérer la prof. Sois aimable avec mademoiselle Hanley, elle est célibataire. Il se cache quoi sous cette phrase? Le repeuplement de la Terre. S'agirait de faire ta part, hein, fiston. En gros, il est juste en train de dire à son fils d'essayer de se taper la prof de ses enfants devant eux pendant la réunion. Et lui, c'est un bon, lui, il a des bonnes idées. Imagine, tu vas à une réunion parents-prof avec tes enfants, ils sont au collège, quoi, et puis dans la voiture, tu leur dis, de toute façon, votre prof, je vais la baiser. Ok, papa. Donc, ils partent sur la route et il y a un drone qui arrive, il se lance à travers sa poursuite en coupant à travers champ. Et là, Cooper se transforme en MacGyver puisqu'il arrive à prendre le contrôle du drone en direct depuis son Sony Vaio. Là, il est bien content, là, il a regardé sa gueule, là, et content. Bon, c'était marrant 2 minutes, mais faut quand même aller voir les profs à la réunion parce que t'es pas en avance. Là, ils lui disent que son fils est trop con pour aller à la fac et qu'il fera un excellent cultivateur parce que de toute façon... Nous manquons de nourriture. Le monde a besoin de cultivateurs. Évidemment, ça fait chier Cooper, hein. Lui, c'est un homme de science, tu vois, il voulait que son fils soit scientifique. Tu vois. En même temps, quand on voit la gueule du fils, on se dit qu'il sera mieux agriculteur. Non, mais je rigole, les gars, il reste pas agriculteur, bien sûr, hein. C'est grâce à vous qu'on a des chocs à pic. Et ensuite, il y a l'autre prof, justement, qui dit qu'il y a des problèmes, cette fois, avec Murphy, parce qu'elle ramène des livres d'astronomie à l'école qui parlent des missions Apollo, alors que tout le monde sait très bien qu'on n'a jamais été sur la Lune. Eux, dans le futur, ils ont des nouveaux bouquins qui expliquent que les missions Apollo n'étaient que des impostures destinées à ruiner l'URSS. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais eu un peu la même réaction, je pense. Et en plus, je pense que j'aurais même certainement rajouté un petit... Donc ils rentrent chez eux et là il se passe un truc un peu chelou. Toutes les moissonneuses-batteuses à pilotage automatique, oui parce que dans le futur tout est automatique, hein, et même la connerie, elles sont toutes revenues chez lui d'un seul coup sans aucune raison. Alors là Mathieu il fait sa tête de mec qui comprend pas ce qui se passe, tu vois. Enfin il fait sa tête normale en fait. Là il entend un bruit à l'étage, il va voir ce que c'est et c'est dans la bibliothèque, la fameuse bibliothèque. Et là il y a des livres qui sont tombés par terre, ils sont tombés tout seuls. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je ne sais pas du tout, là. Évidemment que tu sais pas, personne ne sait. Il y a que Murphy qui sait parce qu'elle est persuadée qu'il y a un fantôme qui essaie de leur parler. Alors là Cooper il lui dit Non, ben non, faux, nul, nul. Dans la scène d'après, on va encore mieux comprendre la situation parce que pendant un match de baseball, il y a une énorme tempête de poussière qui arrive, donc tout le monde se barre en vitesse. Et le truc, c'est que c'est pas une petite tempête de tafiole, tu vois, c'est le truc vraiment où tu vois pas à 2 mètres devant toi, quoi. Donc ils rentrent chez eux, et là Murphy, elle fait honneur à la loi qui porte son nom, puisqu'elle avait oublié de fermer la fenêtre de sa chambre. Donc évidemment, bah voilà, hein, là, il y en a partout. Il va en falloir quelques-unes des portugaises pour nettoyer tout ça. Et là, à ce moment-là, regardez là, regardez bien, là. Ça, là, il y a des câbles qui sont rangés n'importe comment. C'est vraiment le bordel dans sa chambre que c'est une ado, mais elle range rien, ça m'énerve. Non, mais en fait, regardez, là, la poussière, elle tombe pas à la même vitesse partout. Bon, déjà, c'est chelou. Mais surtout, ça crée des lignes par terre. Et forcément, Murphy, direct... Le fantôme. Ah bah ça, c'était sûr. Hein. De toute façon, elle, dès qu'il y a une mouche qui pète, ah, le fantôme. Et dès le lendemain, pour se foutre de sa gueule, Cooper, il essaie de filer une pièce au fantôme, pour le cas où ce serait un fantôme clodo, tu vois. Il sait pas où dormir. Mais comme personne la ramasse, il dit à Murphy que c'est pas un fantôme, mais... C'est la gravité. Eh ouais ma gueule, arrête de croire aux licornes, il y a toujours une explication scientifique pour tout. Ouais, enfin là pour le coup c'est vraiment un fantôme. Ta gueule. Cooper il trouve justement que c'est un message en binaire et que ça représente Des coordonnées. Donc ils y vont, hein, ils roulent je sais pas combien de temps et ils arrivent finalement devant un portail. Et au lieu de sonner, hein, comme ferait n'importe qui, hein, quand t'arrives chez quelqu'un, bah tu sonnes, hein, la politesse. Bah Cooper lui dit que ce serait mieux peut-être de y aller à la cisaille. Non mais c'est vrai que ça se fait, hein, quand t'arrives chez les gens, bon bah tu sonnes pas, tu prends une tronçonneuse et tu découpes la porte. Ouais bah c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eu parce que direct après, BAM! Éblouissement de ouf. Krillin lui fait la mort sur du soleil. Et là on entend un bruitage. Et voilà, il est mort. Et après le truc s'approche de Murphy et... N'ayez pas peur. Et voilà, elle meurt aussi. Et le film se termine comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est vrai que c'est un peu chelou comme fin. Hein. Moi, j'ai pas trop compris. Non, bon, en fait, on retrouve Cooper qui se fait interroger par un mur. Comment avez-vous trouvé ces lieux? Ah, c'est débile, il cause en plus. Là, on fait la connaissance du docteur Amelia Brandt, jouée par la ravissante Anne Hathaway. Elle l'amène dans une salle de conférence avec des gens. Lui, il sait pas ce qu'il fout là, c'est bonsoir, je cherche de la weed. Sa fille est déjà là. Les mecs leur demandent comment ils les ont trouvés. Cooper répond qu'ils étaient juste partis aux champignons et qu'ils sont tombés complètement par hasard sur eux à 4h du mat. Ah, les autres, ils sont là. Tu nous prendrais pas pour des cons par hasard, toi? Et la Brandt dit... Nous travaillons pour la NASA. L'agence pour laquelle vous avez été pilote. Et c'est comme ça qu'on apprend que Cooper a été pilote pour la NASA. C'est pour ça qu'il sait des trucs. Le mec est pas con. Eh, t'es bien foutu quand même. Et donc le père d'Amelia Brandt, le docteur Brandt, joué par Michael Caine, un habitué des films de Nolan, hein, il lui fait un petit tour du proprio en lui expliquant qu'ils sont dans la merde parce qu'il y aura bientôt plus rien à bouffer et qu'il leur reste que le maïs mais que c'est chiant parce que à part faire des miel pops, bah, tu fais pas grand chose. Et que donc le maïs va bientôt mourir aussi, comme toutes les plantes de toute façon, ce qui aura pour effet de créer moins d'oxygène, ce qui sera fatalement un peu plus emmerdant pour respirer. En gros, la prochaine génération va mourir soit de faim, soit asphyxiée. C'est génial, hein? Là, Cooper lui dit... Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Et là, blah!
une fusée, mon gars. Là, on apprend qu'il y a déjà d'autres gars qui sont partis pour aller chercher des planètes habitables, mais Cooper, lui, s'étonne un peu parce que déjà, il n'y en a aucune dans le système solaire, et qu'en plus, pour atteindre la première étoile la plus proche de nous, il faudrait 1000 ans. Donc, il demande... Où ils ont été envoyés? Dans ton cul. Et là, Alfred, il lui dit qu'il veut bien tout lui dire, seulement s'il veut bien devenir le pilote de la fusée, vu que c'était un des meilleurs pilotes de la NASA. Là, les mecs, ils lui expliquent qu'il y a 50 ans, ils ont trouvé un trou de verre près de Saturne. Et du coup, comme tout bon trou de verre qui se respecte, celui-ci, il mène dans ton cul. Alors là, les choses sérieuses commencent. Là, on comprend déjà un peu mieux où on veut en venir. Les mecs vont voyager à l'intérieur d'un trou de verre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'à ce moment-là, on passe du côté de la fiction, mais basée sur une théorie scientifique bien réelle, l'existence des trous de verre. Quel rapport dans le contexte? C'est une théorie qui dit qu'il pourrait exister dans l'univers des sortes de passages, des tunnels qui pourraient relier deux points extrêmement éloignés, voire de plusieurs milliards d'années-lumière. Et en plus, Nolan va encore plus loin en disant que... Quelqu'un l'a placé là. Quelqu'un l'a placé là. C'est-à-dire maintenant, les trous de verre, on peut les prendre comme ça, puis les mettre un peu où on veut. Si vous voulez, là, c'est open bar, quoi. C'est la fête du boudin. C'est comme dans Roger Rabbit. Tu prends un trou noir, voilà, tu l'enlèves de sa boîte tranquillement, et tu le colles sur un mur, et tu peux aller dedans, voilà. En fait, Interstellar, c'est basé sur les mêmes théories scientifiques que Roger Rabbit. Tu t'engouffres dans un trou, et tu ressors dans un autre monde. Alors après, faut faire un peu gaffe quand même, hein. Mettre ton bras entier dans un trou noir, t'as vite fait de ramener de la merde. Si vous voulez apprendre comment on fait pour mettre son bras en entier dans un trou noir, ils font les sages découvertes à la fistinière. Je sais, je l'ai déjà fait. Bon, j'étais quand même plus jeune. Et donc les mecs disent à Cooper qu'il y a déjà 12 personnes qui sont parties sur les 12 planètes à l'autre bout pour aller voir s'il n'y a pas un endroit où on pourrait planter notre tente. Et comme par hasard... Et l'un des systèmes est prometteur. Ouais, en même temps, t'imagines s'il leur avait dit... Et alors, vous avez trouvé les trucs? Non, on n'a rien trouvé, non, c'est mort, on va tous mourir. Voilà, au revoir. Finalement, ils arrivent à convaincre Cooper d'y aller, et donc sur la route du retour, Murphy a fait la gueule, ça c'est sûr. Ah, mais bon, t'as 15 ans, ton daron il te dit qu'il s'en va à l'autre bout de l'univers pour aller trouver un monde qu'on sait même pas s'il existe, tu te doutes bien que tu vas pas le revoir tout de suite. Et forcément, c'est triste. Sauf si ton daron, c'est le daron de Mallory dans Tueur Né. Là, tu dois être content qu'il parte, là. Ah ouais, mais bon, quand il te prend dans ses bras en te disant ton cul est à moi. Là, tu dois souhaiter qu'il rentre dans un trou noir et qu'il ressorte jamais. Parce qu'en attendant, lui, il a bien envie de rentrer dans le tien. Donc du coup, il essaie de se réconcilier avec elle avant de partir. Il lui dit c'est le jeu, ma pauvre Lucette. T'inquiète pas, je t'envoie une carte postale. Ah, je déconne. Et là, elle lui dit qu'elle a déchiffré le message que les livres ont écrit dans la poussière, là, ou je sais plus où, et que le message dit « Connard !» Non, en fait, il y a écrit « Reste ». Là, il lui file une Rolex en lui disant « Regarde, n'empêche que moi, à 50 ans, j'ai une Rolex, j'ai réussi ma vie, je peux partir tranquille. Toi, quand tu auras une Rolex, tu m'appelleras. » En fait, il explique que le temps va passer différemment pour eux deux, que quand il reviendra, ils auront peut-être le même âge. On le retrouve direct dans la fusée, il part avec Anne Hathaway, le gars d'Hunger Games, un black, parce que bien sûr, il en faut toujours un. Bon, en l'occurrence, lui, c'est le type qui expliquait les trous de verre tout à l'heure, hein, donc lui, non, ils l'ont pas pris pour ranger les caddies, hein, il est vraiment bon. Oui, je vote Donald Trump, et alors? Le décollage se passe parfaitement bien, Cooper doit être super bon à Kerbal Space Program, en tout cas meilleur que moi, hein, parce que moi, à chaque fois, mes fusées, elles explosent au bout de 30 secondes. Pourtant, j'étais bien parti, hein. Vous savez que, par exemple, c'est moi qui ai fait les plans de la navette Challenger. Ils viennent s'amarrer à l'endurance, ils rentrent, ils allument le frigo et le four. Là, le professeur, il leur dit « Aucun souci pour la trajectoire, nous avons calculé 2 ans pour rejoindre Saturne. » Eh ouais, ils vont mettre que 2 ans pour arriver à Saturne, alors que nous, à notre époque, la sonde Cassini qu'on a envoyée, elle a mis 7 ans pour y aller. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé une technologie qui leur permet d'aller 3 fois plus vite. Ah non, mais ils sont meilleurs que nous, en plus ils maîtrisent l'hibernation et tout. Peut-être qu'ils vivent à la même époque que Demolition Man, parce qu'on voit aussi Stallone se faire cryogéniser. Peut-être que ça se déroule dans le même univers, hein. C'est pas impossible. Moi je suis en train d'écrire une thèse là-dessus. Et du coup ils partent, bye bye la Terre. Là le Renoir il s'appelle Romilly, il décide de prendre un bain tout habillé. Tu sais pas pourquoi, c'est complètement con. Tu dis comment il va faire pour sécher ses fringues après? Après il se met dans un truc en plastique autour, c'est n'importe quoi, tu sais pas du tout ce qu'il fait. Ah, mais non, c'est pour l'hibernation. Bah oui, non, mais oui, d'accord. Parce que non, mais moi j'étais encore sur Demolition Man, parce que eux ils sont à poil quand ils font l'hibernation. D'ailleurs, ça aurait été bien mieux qu'on voit ça aussi dans Interstellar, au moment donné où c'est Amelia qui doit y aller. D'ailleurs, Cooper lui demande justement de lui parler un peu des gars qui sont partis avant eux. Et là, elle lui parle de 3 personnes, 2 hommes, Mann et Edmund, et une femme, Miller. C'est eux 3 qui sont sur les planètes prometteuses, qu'on appelle donc la planète Mann, la planète Edmund et la planète Miller. Et du coup, Cooper, il a senti quelque chose, hein. Il est pas con, hein, tu vois. Et du coup, il attend que Amelia parte en hibernation, et il profite pour demander à Tars, l'ordinateur de bord. Le docteur Brand et Edmunds. Ils sont proches? Ça dépend ce que t'appelles proche. Je peux te montrer une vidéo si tu veux, tu me diras ce que t'en penses. Et hop, on se retrouve 2 ans plus tard, ils arrivent donc aux abords de Saturne. Plan de ouf, hein. Clairement, vous imaginez, on est à 1500 millions de kilomètres de la Terre, et Saturne est 10 fois plus grande. Hein. Vous voyez un peu la petitesse du vaisseau par rapport à la planète, hein. C'est pas mal foutu. Doyle, lui, il explique un peu tout ce qui se passe. Lui, en fait, c'est ça son rôle dans le film, hein. C'est d'expliquer ce qui se passe aux personnages, mais aussi surtout aux connards comme vous et moi, hein, qui font semblant d'avoir compris, alors qu'en fait, ils pichent pas un broc de ce qu'on raconte. Hein. Tout juste. Ils arrivent tout près du trou de verre, ils arrêtent
j'arrête la rotation pour mieux le voir. Et là, on l'aperçoit par la fenêtre. Cooper, il est étonné que ce soit une sphère, il pensait que ce serait juste un trou. C'est-à-dire un trou dans l'espace, quoi. Tu flottes comme ça, enfin voilà, et puis d'un seul coup, là, t'as un trou, là. Hey, mais c'est à ça que tout le monde pense quand on parle d'un trou. Ou c'est ce qu'on dit. Un trou, c'est un trou. Et là, Romilly va lui faire une petite explication de ce qu'est un trou de verre en prenant le fameux exemple d'une feuille qui représente l'espace-temps que tu plies en deux pour raccourcir la distance entre deux points de l'univers trop espacés. En fait, ça me fait un peu marrer cette scène parce que le mec t'explique ça comme si c'était facile, quoi, tu vois. Oui, bah, va essayer de plier l'univers, toi. Vas-y, essaie, on te regarde. Fais une croix là où t'habites, et puis va en Nouvelle-Zélande et fais une autre croix, et puis essaie de plier la Terre pour que les deux croix se touchent comme ça. En fait, ça, c'est de la grosse théorie, hein. C'est des trucs qu'on a imaginé depuis longtemps, les trous de verre, avec un trou noir d'un côté qui t'aspire et un trou blanc de l'autre côté qui t'éjecte. Sauf que le problème, c'est que d'après les calculs, le passage au milieu devrait être extrêmement petit. Et quand je dis petit, c'est plus petit que le noyau d'un atome. Donc tu m'expliqueras comment on fait pour faire passer un vaisseau spatial là-dedans. Tu m'étonnes. Et en plus, du coup, quand tu passes dans le trou, bah tu ressors de l'autre côté complètement déchiqueté, en bouillie. Ça me fait penser un peu à la scène finale d'Alien 4, dans laquelle l'alien blanc, là, se fait un peu spaghettifier, hein, et se fait aspirer dans l'espace par un minuscule petit trou dans une vitre. Voilà, en gros, d'après la théorie, bah, si tu essaies de passer dans un trou de verre, c'est comme ça que tu vas terminer. Donc il s'approche du trou de verre. Alors là, à ce moment-là, on sait plus trop quoi penser. Hein. Là, on n'arrive plus vraiment à comprendre exactement ce que c'est et comment ça marche. Il y a un côté super intriguant, on sait pas vraiment si ça ressemblerait à ça, en fait. Et là, en plus, bah, on voit effectivement la matière et l'espace-temps, en fait, hein, qui se déforment quand il approche du trou. Et justement, il s'approche, et il rentre dedans. Alors là, franchement, je vais pas essayer de vous expliquer ce qui se passe, parce que je pense que Nolan lui-même ne doit pas savoir. Il a eu beau avoir Kip Thorne comme consultant scientifique. Kip Thorne, c'est un astrophysicien américain, un spécialiste de la relativité générale, qui est mondialement connu. À partir de là, ce qu'on voit à l'écran est purement théorique. Ça a dû être fait par des simulations sur ordi, mais n'empêche qu'on pourrait bien être dans une machine à laver, on verra pas la différence. On se croirait en plein Star Trek. Là, il y a Jamie qui prend quand même 2 minutes pour expliquer ce qui se passe. Tes commandes ne répondront pas ici. On est en train de traverser le bulk de l'espace au-delà de nos 3 dimensions. Et donc voilà, il passe dans le trou de verre, ça dure quelques minutes, ça bouge un peu, mais rien de ouf, hein. Si t'as fait un peu l'auto-tamponneuse, ça devrait pas te faire peur. Et au final, ils arrivent de l'autre côté, tranquillement, safe and sound. En fait, il y avait rien de bien ouf, c'est ça qui est ouf. Donc là, rassemblement, un petit débrief, ils disent qu'ils peuvent bien capter les signaux des gars partis devant eux, et que, bah, comme prévu, on a 3 qui sont intéressants, et surtout celui qui a envoyé Miller. Le problème, c'est que la planète Miller orbite autour d'un trou noir, et qu'elle se trouve beaucoup plus près de ce trou noir qu'il le pensait. Alors déjà, une planète qui orbite autour d'un trou noir, ça choque personne, c'est bon, non? Bah oui, c'est bon, moi ça me choque pas. Ah bon, ok, d'accord. Et donc du coup, le problème qui se pose, c'est que... La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. Et ouais, là on rentre dans du concret. La gravité va ralentir le temps. Enfin, va ralentir le temps. Pour certaines personnes qui sont pas au même endroit. Parce que pour ceux qui y sont, ce sera pas forcément ralenti. En tout cas, ils en auront pas l'impression. En gros, c'est pas très compliqué à comprendre. Plus on s'approche du trou noir, plus la gravité est importante et plus le temps ralentit. Voulez-vous expliquer ? Imaginez, il y a un trou noir là, une planète là et une planète là. Bah, la planète qui est là, si elle est un peu trop près du trou noir, pas trop près pour pas qu'elle se fasse avaler, mais pas trop loin pour quand même ressentir les effets de sa gravité, et bah du coup le temps à la surface passera moins vite que sur la planète qui est là. En gros, 1 heure ici, ça peut valoir 7 ans là. Et c'est exactement ce qui va se passer sur la planète Miller. Bon là, je vous le fais en ultra méga simplifié de ouf, hein. Je vous le fais pas en gros, je vous le fais en énorme. Hein. Mais c'est un peu ça. Et ne commencez pas à dire que je donne pas assez de détails, c'est pas le but. Merde. Enfin bref, ils savent que le temps va être un énorme problème parce que bah, s'il s'approche trop de la planète, il rentre dans son champ gravitationnel. Et le problème reste le même parce que bah, le temps va se dilater. Enfin bon, perso, moi, ça me dérangerait pas trop. Je veux dire, en matière de dilatation, je préfère que ce soit le temps que mon trou noir. Donc Cooper, Doyle, Brand et Case, un autre robot comme Tars qui était dans l'Endurance, partent vers la planète. Et Romilly reste dans le vaisseau, mais comme il est hors du champ gravitationnel, le temps va passer beaucoup plus vite pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment la toute première image du trou noir qu'ils ont appelé Gargantua. Alors évidemment, cette image, cette représentation du trou noir a beaucoup fait parler, hein, à savoir est-ce qu'elle est vraiment fidèle à la vraie forme d'un trou noir, ou alors est-ce qu'elle a été transformée, arrangée pour que tout le monde puisse à peu près comprendre ce qui se passe. Bon, il s'avère que c'est un peu ça. Et donc voilà, ils arrivent sur la planète, hein, il y a de l'eau partout, hein, voilà, ça va encore être bien simple. Alors là, toute cette scène est quand même méchamment classe parce qu'il y a une espèce de pression absolument constante sur le fait que le temps est extrêmement ralenti pour eux, et que pendant ce temps-là, pour leur pote Romilly dans le vaisseau, ça va beaucoup plus vite. Rappelez-vous, 1 heure ici, c'est 7 ans là-haut. Et d'ailleurs, Nolan nous met aussi un petit truc pour nous stresser un peu plus, un tic-toc d'une horloge, hein, qui symbolise le temps qui passe. Et ça va même encore plus loin parce que chaque tic de l'horloge représente un jour. Ils sont espacés d'exactement 1 seconde 25 chacun. À chaque fois qu'on entend un tic, ça fait un jour qui passe pour Romilly dans le vaisseau, et aussi sur Terre. Donc ils descendent du vaisseau, ils doivent aller chercher la balise qu'a laissé Miller. C'est assez chelou parce qu'il y a de l'eau partout, mais que jusqu'aux genoux. Amélie a dit qu'elle voit un truc vers les montagnes qu'on voit au loin, sauf que Cooper leur dit: Ce sont pas des montagnes,
Ce sont des vagues. Et ouais, les immenses trucs qu'on voit au loin depuis tout à l'heure, hein, qui font des centaines de mètres de haut, ce sont des vagues. Alors ils voient que celle qui est au loin s'éloigne, donc ils se disent que c'est pas grave. Ah, sauf que rappelez-vous que Cooper, il est pas con. Il se dit forcément que si on a une qui s'éloigne, bah il y en a une autre derrière qui arrive. Donc il va voir, et là, direct... Alors je peux te dire que si tu vois ça devant toi mon pote, même si tu t'appelles Kelly Slater, tu fais pas le malin. T'as intérêt de décarrer vite fait. Sauf qu'évidemment, cette grosse conne d'Amelia, elle fait sa gonzesse, voilà, et elle se coince la jambe dans la balise de Miller. Mais quelle conne celle-là! Ah non mais c'est clair, hein, vraiment on a bien fait de l'emmener. Hein. Case va la chercher en mode roue de la fortune, Doyle essaye de revenir aussi, Case arrive à balle au vaisseau, il a juste le temps de faire monter Amelia, il rentre aussi, mais malheureusement, Doyle, et bah lui, va se prendre une petite douche. La vague arrive, ils se la prennent en pleine poire, là ils se font un vim-à-vis d'une chaussette dans une machine à laver. En fait sur ce coup-là, je trouve que c'est encore une fois assez mortel que Nolan nous montre un truc complètement ouf et extrêmement grand spectacle, mais basé sur un principe physique bien réel qui, en l'occurrence, là s'appelle l'effet des marées. Et les vagues gigantesques expliquent aussi d'ailleurs pourquoi il n'y a pas beaucoup d'eau à la surface. Toute l'eau est en fait dans les vagues. Vous savez, quand il y a un tsunami qui arrive là et qu'on voit toute l'eau qui se retire pour aller justement alimenter la vague, bah ouais, bah la vague elle a besoin d'eau hein, pour se créer en fait. Hein. Et donc, comme ici l'effet des marées est immense parce que la planète est près du trou noir, bah du coup les vagues elles prennent toute l'eau. En tout cas voilà, on n'a pas plus d'explications que ça. Mais d'ailleurs paradoxalement, bah moi j'aime bien, c'est ce que je préfère. Quand il y a trop d'explications, j'aime pas moi. Déjà parce que je comprends jamais rien. Et donc là, il se retrouve devant un problème majeur, le problème tant redouté. Comme les moteurs du vaisseau sont noyés, bah faut attendre que ça sèche, et le temps d'attendre, les années passent là-haut et sur Terre. Du coup, quand ils repartent et qu'ils arrivent dans le vaisseau, pour Romilly, comme pour tous les humains sur Terre, il s'est passé 23 ans. 4 mois et 8 jours. Hein, tant que ça? Eh ouais mon con, là la science tu te la prends en pleine gueule. Ça fait 23 ans de messages en absence mon gros, t'es chaud pour les écouter? Ouais, passez-les dans l'ordre. Eh bah allez. Alors il écoute son fils, hein, qui lui raconte un petit peu tout ce qui se passe. Au fur et à mesure des messages, bah il grandit, hein, et il devient papa, hein, donc Cooper et Papy. Il lui dit qu'il s'est passé plein de trucs sur Terre, hein, la Coupe du Monde et le but de Pavard. Second poteau Pavard! Et c'est là qu'on découvre Murphy adulte, qui est maintenant incarné par Jessica Chastain. Alors elle commence son message par des très jolis mots doux, hein, qui font plaisir à entendre quand t'as pas vu ta fille depuis 23 ans. T'es un sale enfoiré. Ah d'accord, c'est ça tes premiers mots pour moi. Ah bah merci, c'est sympa. Toi tu vas être déshérité direct toi. Et là elle lui dit un truc de ouf, c'est son anniversaire et aujourd'hui elle a le même âge que lui quand il est parti, en référence à ce qu'il lui avait dit au début du film. Forcément lui il est tout ému, hein. Là c'est acteur studio. Hein, là t'es un bon, là ça fait mal. Vas-y chiale bâtard, t'avais qu'à pas la laisser. Et du coup sur Terre on découvre qu'évidemment elle bosse avec le professeur Brand, le père d'Amelia, qui est toujours vivant mais en fauteuil roulant. Cooper dit que comme ils sont restés beaucoup plus longtemps que prévu sur la planète Miller et que pendant ce temps-là le vaisseau était en orbite autour, bah du coup il n'y a plus assez de carburant pour aller voir les deux autres planètes de Man et Edmund et il va falloir choisir. Et c'est là qu'Amelia dit qu'il faut aller choisir Edmund. Et pourquoi qu'elle préférait aller sur la planète Edmund? Elle est amoureuse de Wolf Edmunds. Ça n'a aucun lien. Ouais c'est ça, prends-nous pour des cons. Ah là les meufs quoi là, mais ça m'énerve, faut sauver l'humanité, elle pense qu'à sa gueule quoi. Mais foutez-moi ça par-dessus bord mon dieu. Alors après elle va essayer de te justifier ça en racontant de la merde. Peut-être que l'amour a un sens plus profond et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ouais c'est ça, bien sûr. Et la marmotte et le chocolat dans le papier d'alu. Enfin bon. Je veux dire, en même temps, la planète d'Edmund, ça se trouve, elle est bien aussi. A priori, il y a autant de chance sur l'une que sur l'autre. Ça fera plaisir à la petite, elle retrouvera son amoureux, elle prendra son coup de cliquette et tout le monde sera content. Bon bah alors, ça peut pas lui faire plaisir, non? Cooper, qu'est-ce que t'en dis? Tars, cap sur la planète du Dr Mann. Le petit trou du cul! Pendant ce temps-là, sur Terre, Alfred, bon, lui, il en a plus pour longtemps, hein. Murphy, elle est gentille avec lui, elle lui dit... Je finirai ce que vous avez commencé. Sauf que lui, cet enfoiré, il lui dit qu'en fait, il lui a menti en lui disant depuis 20 ans que son père allait revenir. Parce qu'en fait, il savait très bien qu'il n'y avait pas vraiment de raison de revenir et que les autres, ils étaient juste partis pour établir des nouvelles colonies ailleurs et qu'ils avaient déjà des embryons humains avec eux pour commencer le repeuplement. Alors forcément, Murphy, bah, elle a un peu les boules. En plus, lui, il dit ça juste avant de crever. C'était vraiment l'enfoiré de première, quoi. Elle peut plus rien contre lui. N'empêche, c'est la bonne technique, ça. Si t'as un truc absolument inavouable à dire à tout le monde, bah, tu le dis juste avant de mourir, comme ça après, bah, tu t'en fous, personne ne peut plus rien. C'est exactement ce qu'a fait Vador. Hein. Luke, je suis ton père. Mais ta mère, c'est Chewbacca. Les autres, ils arrivent sur la planète de Man, et ce qui est marrant, c'est qu'ils se cognent contre un nuage. N'importe quoi, le nuage, il est fait en glace. Et c'est vraiment de pire en pire, ce film. Donc, ils se posent, les paysages sont assez classe. Hein. À savoir que ça, pour le coup, c'est pas tourné en studio sur fond vert. Hein. Là, on est dans des décors bien réels, puisqu'on est sur un glacier en Islande. Même les robots, hein, Tars et Case, là, ils sont pas en 3D. Hein. C'est des vrais trucs qui sont sur le plateau, avec tout le monde, qui ont été animés par des gars, quoi. Et c'est pareil, les vagues d'1 kilomètre de haut, c'était pas de la 3D non plus. Hein. C'est des vraies vagues aussi. Hein. Il y a des gars sur le plateau qui étaient là, qui soufflaient à fond sur l'eau, quoi. Ils faisaient... Ouais non, bah il devait souffler vachement fort aussi, tu vois. Du coup, il trouve la base de Man, le mec a quand même pris soin de planter un petit drapeau Quinry, tu vois, la base. Il le réveille de son hibernation, et qui c'est qu'il trouve? Jason Bourne, putain. Le mec était tellement recherché qu'il se cachait à l'autre bout de l'univers.
est quand même balèze, hein, Jason Bourne. Du coup, il se met à chialer parce qu'il pense qu'on l'a retrouvé. J'avais trouvé la cachette parfaite, comment vous avez fait pour me retrouver, bordel? Bah, t'as envoyé un message pour qu'on vienne te chercher, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Putain, qu'est-ce que je suis con. Là, il leur dit que ça fait du bien de voir du monde parce que le confinement, il commençait à trouver ça long. Amélie lui dit... Décrivez votre monde. Il leur dit qu'ils sont en haut des montagnes, mais que s'ils descendent à la surface, l'air est respirable et il y a même des substances organiques. Voire même à de la vie. Alors là, Amélie, elle est trop fan, quoi. C'est un truc de ouf, elle a le smile jusqu'aux oreilles. Mais elle va vite déchanter quand elle va recevoir un message de Murphy qui lui dit que son père est mort. Grande nouvelle, toutes mes félicitations. Mais surtout, Murphy lui dit un truc chelou. Il vous l'avait dit, hein. Vous le saviez. Elle leur dit comme quoi que oui, en fait c'était de l'esbrouf, vous vous êtes bien foutu de notre gueule, en fait vous avez jamais prévu de revenir, vous nous avez abandonnés. Alors Cooper, lui, bah il comprend rien. Quoi, il n'a jamais espéré évacuer la population terrestre? Eh ben non, voilà. Mais de toute façon, je vous l'avais dit les gars, ne jamais faire confiance à un vieux. Et là en plus, Man, il leur explique que lui aussi était au courant depuis le début, hein. En fait, c'était le plan B qui était retenu à la base, à savoir coloniser une nouvelle planète avec des embryons, et pas du tout essayer de sauver tout le monde. En tout cas, Man leur dit au calme. L'avenir, c'est nous. Ça sonne un peu comme... Votre famille, aujourd'hui, c'est nous. Laissez-moi rentrer. Du coup, Romilly lui dit que bah, s'il veut rentrer, bah, justement, il pourra en profiter pour aller voir le trou noir, parce que c'est sur la route. Et là, quand je dis voir le trou noir, en fait, c'est carrément rentrer dedans, pour aller essayer de voir la singularité. En gros, c'est ce qu'il y a dans le trou noir, qu'on peut pas voir si on n'est pas dedans. Alors Cooper, il dit, oui, bon, mais normalement on meurt, non? Alors l'autre, il lui fait une professeur Brown, tu vois, il lui dit, mais non, t'inquiète, on meurt pas, y a pas de risque, je veux dire, c'est juste qu'il fait nuit, c'est pas grave. Du coup, avant de partir, Cooper, il veut quand même aller sécuriser les spots où ils vont s'installer. Donc ils y vont, là, le thème musical repart, hein, ce qui veut dire qu'il va certainement se passer quelque chose d'un petit peu chelou, hein. Là, ça pue, là. Et du coup, Man, qu'est-ce qu'il fait? Sparta! Ah, le salaud, c'était sûr. Non, mais là, ça se voyait sur sa gueule. Mais comme Cooper s'accroche, Man descend pour le faire tomber. Là, il y a un petit Scar versus Mufasa. Scar, mon frère, aide-moi. Et du coup, ils tombent tous les deux et... La Cooper comprend qu'en fait... Y a pas de surface. Eh ouais, non seulement vous êtes pris une quenelle par le professeur Brand, mais en plus là vous venez de vous prendre un transpalette de quenelle par Matt Damon, qui a envoyé un signal en disant que sa planète était habitable, alors qu'en fait c'était juste pour venir le chercher. Ah, les mecs sont bons quand même, hein. Ouais, hein, ça nous redonne foi en l'humanité, ça. Et du coup là il y a baston, là ça y est, il y a de la chicane. Avez-vous déjà vu? Des astronautes se battent sur un glacier par moins 60 degrés. Maintenant, oui. Bon, Matt Damon il arrive quand même à lui mettre un coup de boule pour lui faire craquer son casque. Ah ouais, mais il y a des restes de Jason Bourne. Hein. Du coup Cooper voit plus rien et l'autre se barre. Il le laisse crever tout seul comme un clodo et en plus il lui dit ouais, bah je peux pas te regarder, c'est trop dur. Il lui fait une Obi-Wan Kenobi quand il laisse cramer Anakin dans l'épisode 3. Je peux pas te regarder, c'est trop dur. Allez, salut mon pote. Salut mon pote. Sauf que Cooper a réussi à rechoper son émetteur et il appelle les autres pour qu'ils viennent le chercher. Pendant ce temps, Romilly, lui, essaie de récupérer les données qu'il y avait dans l'autre robot de Man, mais l'autre c'est tellement un enfoiré qu'il a déjà piégé le robot et BAM! Au revoir Romilly. À bientôt. Et du coup, Man, il leur choure leur vaisseau, il repart vers l'Endurance. Il va essayer de s'amarrer, sauf que les autres, ils ont coupé le pilotage automatique, donc il va devoir le faire manuellement. C'est carrément chaud, regarde, il arrive complètement à l'arrache, le connard. Du coup, il essaye, mais il y a un truc qui foire. Alors autant il peut être super intelligent pour plein de trucs, autant là... C'est vraiment un gros con. Genre mec, t'es astronaute, t'as réussi à passer dans un trou de verre, et là tu sais pas que si c'est pas bien accroché, il y aura une dépressurisation dans le sas, et il y a juste 100% de chance pour que tu meurs. C'est l'humanité qui est en jeu. Il y a un moment où... Ouais, bah il y a un moment où il faut réfléchir, abruti. Celle-là, tu l'as pas volée. Et du coup, le problème, c'est que l'explosion a créé un mouvement de rotation de l'Endurance. Et maintenant, pour t'amarrer au truc, bonjour. Donc, ils se placent en dessous, ils doivent s'amarrer à ça, là, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'alignent bien et ils lancent les propulseurs pour tourner dans le même sens et la même vitesse. Heureusement que Tars est là pour les aider, parce que c'est lui qui va y arriver, les deux dans le pif, hein, facile. Et il était temps parce que l'autre, il était à deux doigts de rendre son petit-déj. Et Amélie, alors, elle était déjà partie, là. Ensuite, il n'y a plus qu'à allumer les propulseurs en sens inverse pour freiner, et c'est plié. Donc voilà, ils sont trop fans, hein, ils se marrent, et là, il y a Case qui va avoir le petit mot gentil qui va tout de suite mettre l'ambiance. On va droit dans l'attraction de Gargantua. Pas de peau. Oh, mais ta gueule, toi, hein. Et là, comme ils ont plus assez de carburant, Cooper décide de se laisser aspirer par le trou noir, d'aller jusqu'à l'horizon des événements, c'est-à-dire le bord du trou noir, hein, l'endroit où, si tu vas de l'autre côté, tu peux plus jamais revenir. Donc c'est parti, ils y vont. Alors là, évidemment, c'est une scène qui est ultra ouf. La première chose hyper impressionnante, c'est le trou noir en lui-même, hein. En tout cas, la représentation qu'ils en ont fait, hein, d'après les simulateurs et tout. On voit un disque de matière, de poussière qui tourne autour, hein, un peu comme une sorte de disque d'accrétion. On voit la matière qui se tord complètement avec la lumière qui est déviée par la gravité. En fait, là, on va faire juste un petit point de trou noir. C'est vrai que la représentation du trou noir, elle est assez ouf. Alors, il y a des scientifiques qui disent qu'elle est vraiment pas mal, et d'autres qui disent au contraire qu'elle est un peu bidon. Et moi, je dis que déjà, rien que pour l'avoir fait, bah déjà, chapeau. Parce que c'est quand même pas une mince affaire, hein. C'est certainement l'un des trucs les plus difficiles à se représenter, hein. Un peu comme l'OM qui gagnerait une deuxième fois le championnat. J'étais là, Gandalf.
J'étais là il y a 3000 ans. En plus, le plan large du trou noir ressemble comme par hasard vachement à cette photo-là. Cette photo, ou plutôt ce dessin, c'est une représentation qui date des années 80 et qui a été faite par le grand Jean-Pierre Luminet, un gars bien de chez nous et spécialiste mondial des trous noirs. Là d'ailleurs, vous me voyez en photo avec lui, là. Il était venu me voir à une conférence, il avait absolument voulu faire un selfie avec moi, alors bah, je lui ai fait plaisir. Bah lui, en 79, il avait déjà à peu de choses près compris le truc. Enfin, compris, vous avez compris ce qu'on pouvait en comprendre. Enfin bon, hein, quand les mecs d'Interstellar te disent que grâce à eux, à leur recherche de ouf pour le film, ils avaient trouvé pour la première fois la meilleure façon de te représenter un trou noir, avec le disque qui est tordu et l'arrière du disque qu'on voit comme ça, bah les gars, excusez-nous, hein, mais nous en France, on sait peut-être pas faire des films de ouf, mais pour les trous noirs, on a 35 ans d'avance sur tout le monde. On a toujours été très visionnaires sur les trous noirs. C'est pas Marc Dorcel qui te dira le contraire. Donc ils arrivent tout près de l'horizon des événements, ils mettent les gaz à fond pour s'en échapper, et là Cooper dit un truc tripant. Mine de rien, cette mini-manœuvre va nous coûter 51 ans. Cette manœuvre va nous coûter 51 ans. Et ouais, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, plus ils se rapprochent du trou noir et plus le temps passe lentement pour eux, ou plus vite pour les autres. Donc là, même s'il reste que quelques minutes, bah ça va leur coûter des années. Là, Murphy, c'est plus 33 ans qu'elle va avoir, c'est 84. Là, ils se désamarrent d'endurance, ils se disent au revoir à Tars qui devait rester dedans pour le détacher, et Cooper fait une belle surprise à Amelia puisqu'il se barre aussi tout seul, le con. Il repart droit dans le trou noir. Et là, ça va être peut-être le moment le plus dingue du film, parce que Nolan va mettre en scène un vaisseau qui rentre dans un trou noir. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Non. Mais pour lui faciliter la tâche, putain. Ah bah ouais, c'est facile, hein, tout est noir. Génial, on économise 50 millions d'effets spéciaux, les gars. Ah non, mais tous les moyens sont bons. Et après, on dit que c'est un génie. Bon, après, comme il a vu que c'était un peu du foutage de gueule, il a quand même mis un peu de poussière. Alors là, normalement, si on veut être un petit peu réaliste, apparemment, c'est pas trop comme ça que ça devrait se passer à ce moment-là. Faut bien comprendre que la gravité est telle qu'il devrait juste se faire réduire en bouillie. Mais lui, non. Lui, il rentre toujours plus en profondeur dans le trou noir. Titre. La gravité devient tellement forte que le vaisseau lui dit qu'il faut s'éjecter. Donc il s'éjecte et il se retrouve dans le vide du trou noir. Alors là, c'est pas trop la peine d'essayer de vous expliquer ce qui se passe parce que je crois que personne sur Terre n'a vraiment compris. Je suis même pas sûr que Nolan comprenne bien non plus. Ce qui est sûr, c'est que normalement, il devrait se faire écraser par la gravité. Sauf que là, tout va bien. Et comment ça se fait que tout va bien? Et ben c'est tout simplement parce que sa combinaison a été faite en polymère plastique, un matériau de l'entreprise Rhinoshield. Qui? Rhinoshield, vous voyez leur logo c'est ça. C'est une matière qui absorbe et qui disperse les chocs. Vous voyez là par exemple les vitres de ces immeubles sont protégées par des coques Rhinoshield, ce qui fait que les ondes se dispersent comme ça et les vitres ne se pètent pas. Ouais, bon là, elle se pète, mais en même temps, on est dans Matrix, hein, je veux dire, il y a tout qui pète. Hein. Et donc voilà, Cooper, il kiffe Rhinoshield, c'est pour ça qu'il a demandé à la NASA de faire des combinaisons dans cette matière-là, parce que ça absorbe carrément bien les chocs. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Bah, c'est n'importe quoi, ton truc. Non, bon, d'accord, Rhinoshield, ils font pas encore des combinaisons pour les astronautes. Pas encore. Par contre, ils sont spécialisés dans la protection des smartphones. Vous avez par exemple des petites coques, des grosses coques bien dures, des bumpers, des films de protection, et même des câbles. Il y a plein de trucs en fait. Et pour améliorer l'efficacité de leurs produits, ils ont fait une structure interne en nid d'abeilles. Les mecs vont super loin, tu sais. D'ailleurs, hein, ça sent le miel en fait. Hein. Et puis d'ailleurs, ça a le goût de miel aussi. Hein. Les mecs vont super loin, tu sais. En tout cas, je peux vous dire que quand ils m'ont envoyé leurs produits pour les tester, bah déjà, j'ai eu vachement de mal à me dire qu'il fallait que j'enlève ma coque Vegeta. Hein. J'ai dû faire mon deuil. Mais après, quand j'ai vu le produit, je me suis dit, fuck Vegeta, quoi. En plus, ils viennent de faire une nouvelle série avec des designs NASA et espace, tu vois, c'est super beau. Moi, j'ai pris celui-là, hein. Il est super beau, hein, avec une espèce de... je sais pas ce que c'est. Il y en a un avec une sorte de carte des reliefs de la Lune. Les mecs vont super loin, tu sais. Et en plus, c'est dispo pour quasiment toutes les marques et tous les modèles. Hein. Vous allez voir sur leur site, il y a même des coques pour les Motorola, quoi. Les mecs vont super loin, tu sais. Il y a des collaborations avec des artistes, des customs, des licences officielles comme Assassin's Creed, Rainbow Six et bientôt Naruto. En tout cas voilà, si vous allez sur leur site avec le code promo PARSEC, et ben vous aurez 15% de réduction sur tous les produits les gars. Et maniez-vous le fion parce que dans 2 semaines ça passe à 5%. Alors pour ces coques ultra sécurisées avec un bon design, accourez dès maintenant et c'est exactement ce qu'a fait Cooper. Là, Cooper tombe à toute vitesse dans un truc hyper chelou, on sait pas du tout ce que c'est. On dirait une sorte de cube labyrinthe qui ressemble un peu à une bibliothèque d'ailleurs. Alors là il comprend pas, il essaie de regarder ce qu'il y a derrière, hein, il voit des trucs. Il comprend pas du tout alors il s'énerve, hein, il tape dans les livres et bim, il voit Murphy qui se roule un bédo. Et c'est bizarre parce qu'elle est toute jeune d'ailleurs, comme au début du film. Alors après elle se barre, lui il se retourne et il la voit plus loin en différé. Cooper se voit lui-même en train de dire à Murphy qu'il part. Du coup, comme il aurait jamais dû partir, il pousse les livres pour écrire un message en morse à Murphy qui dit « Reste ». Et là... on comprend tout. Ah, c'était Shaolin le meurtrier. C'était lui le fantôme de la chambre de Murphy. C'est très très fort. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'il essaie de dire reste à Murphy alors qu'il sait très bien que ça va pas marcher puisqu'il est là. Je veux dire, ça c'est un espèce de paradoxe en fait, parce que s'il reste, il part pas, donc il peut pas écrire reste, donc Murphy peut pas lui dire, donc il part, donc il peut écrire, donc Murphy peut lui dire, donc il part pas, etc. etc. Hein. C'est le fameux paradoxe du grand-père. Donc bon, là il part, mais je veux dire, ouais, dans ce cas-là, c'est une sorte de paradoxe
On comprend pas, enfin, oh putain, de toute façon j'ai rien compris, moi, on comprend rien à votre truc là. Vous pouvez pas faire un film sur un médecin dépressif qui tombe amoureux d'une mère au foyer en Auvergne. À ce moment-là, Cooper il entend la voix de Tars qui lui dit que les extraterrestres, enfin dans le film il les appelle ils, en fait ils les ont sauvés en construisant un espace en 3D dans leur réalité à 5 dimensions et qu'ils ont donné une dimension physique au temps. Ça veut dire que tu peux bouger dans le temps comme tu peux bouger dans l'espace. Du coup, Cooper a accès à n'importe quel moment de la vie de Murphy dans le passé. Et donc il va essayer de communiquer avec elle pour lui fournir les données quantiques que Tars a récupérées dans le trou noir, en gros les éléments qui pourront peut-être te permettre de résoudre les équations de la gravité, en les implantant en morse dans la montre. Alors là je peux te dire qu'on est un cran au-dessus de MacGyver quoi. Du coup comme Murphy elle est super intelligente, encore plus qu'Hermione Granger, elle comprend tout de suite. Elle traduit le truc, elle résout l'équation, elle va voir tous ses collègues, elle balance tout en l'air en criant. Petite référence à Archimède, je vois vraiment pas pourquoi elle fout tout en l'air, hein. Après il va falloir tout ramasser et tout reclasser quoi, je veux dire, en plus c'est même pas elle qui va le faire. Elle roule direct une gamelle à son pote, lui il a le kiki qui devient tout dur. Du coup ça a marché, le Rubik's Cube se ferme, Cooper se retrouve éjecté, on sait pas comment, et au bout d'une minute, il se retrouve dans un lit. Après tout, pourquoi pas. Il veut se lever, mais là il y a un docteur qui lui dit d'y aller mollo parce que techniquement il a 124 ans. Je me trouve où? Dans la station Cooper. Et ouais, là c'est la classe, il est sur une station spatiale qui porte son nom. Ou plutôt en fait le nom de sa fille, très exactement, puisque c'est peut-être bien elle finalement l'héroïne de l'histoire. Et du coup quand il la revoit pour la première fois depuis qu'il est parti, bah c'est devenu une vieille mémère la Murphy. On l'appelle mémère meumeur. Et du coup toute la famille est là pour savoir un peu quand c'est qu'elle va canner, tu vois, pour avoir l'héritage. Ils lui disent alors mémère, tu me meurs? Du coup ils sont assez fans de se voir, hein, forcément, c'est vrai que ça doit faire assez chelou de parler à sa fille qui a 50 ans de plus que toi. Enfin techniquement non, lui en âge terrien, il a 124 ans, il est toujours plus vieux qu'elle. Alors après elle lui dit qu'elle est pas au mieux de sa forme et qu'elle préférait qu'il la voit pas mourir, donc elle lui dit est-ce que tu peux te barrer maintenant, s'il te plaît? Du coup il s'en va, entre-temps il a reprogrammé Tars, ensemble ils jouent un swing et il décide d'aller retrouver Amelia, qui elle est arrivée sur la planète Edmond et qui a bien retrouvé son amoureux, sauf que bah lui il est mort donc c'est un peu con. Mais du coup ça va bien faire les affaires de Cooper, tu vois. Par contre Amelia elle peut carrément enlever son casque sur la planète, l'air est respirable et il y fait bon. Et ça qu'est-ce que ça veut dire mes petits potes? Bah ça veut dire que c'est elle qui a raison depuis le début et la planète Edmond c'était bien celle-là la meilleure. D'ailleurs elle s'est déjà fait un petit campement de base bien tranquille, elle a plus qu'à attendre que Cooper vienne la fourrer pour qu'il puisse commencer à repeupler le monde. Et voilà, ça c'était un film de ouf. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi perso, bah j'ai bien kiffé. Allez, c'est bon, on arrête là. C'était mon analyse sur le film Interstellar. Cette vidéo était super longue et je suis désolé pour ça, j'ai pas réussi à faire moins. Je vous embrasse toutes et tous très fort, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao!